Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Et salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode preview de The Trick Play. Aujourd'hui, je me retrouve avec Geoffrey. Geoffrey, comment vas-tu? Ça va super, Elio, et toi? Eh ben, ça va, je te remercie. Aujourd'hui, nous restons en Big 12, centre des États-Unis dans le même état, car nous allons parler dans un premier temps des Jayhawks de Kansas, puis des Wildcats de Kansas State. Deux villes différentes, hein, Lawrence pour les Jayhawks et Manhattan, pas le Manhattan que vous connaissez, pour Kansas State. Au niveau déjà de la saison 2023-2024 des Jayhawks, justement, on va rester sur Kansas pour l'instant. C'est une excellente saison pour un programme comme celui-ci qui avait galéré pendant tant d'années il y a encore dans un passé récent, très récent. Oui. Bon, on va en reparler après, mais de toute façon, Kansas et Kansas State, hein, les deux programmes, ils sont sur la même trajectoire hein, depuis quelques saisons. Là, ces deux programmes qui se hissent au sommet de la Big 12 et qui se font de plus en plus remarquer dans le college football, alors que c'est des programmes qui sont historiquement à moins de 50% de victoire. Hein, donc, Kansas, on les connaît au basket, mais Kansas State, ça subissait plutôt. Alors du coup, on va reprendre sur les Jayhawks. 9-4 au bilan, 5-4 en conférence. Ils finissent 23e à la Paypal de fin de saison. Ils ont battu Missouri State, Illinois, Nevada, BYU, UCF. Ils ont battu Oklahoma, classé 6e, Iowa State, Cincinnati et UNLV en bowl. Ils ont perdu contre Texas qui était classé 3e, contre Oklahoma State, contre Texas Tech et contre Kansas State qui était classé numéro 21. C'est une très bonne saison des Jayhawks, mais ça aurait pu peut-être être encore mieux sans la blessure de Jalen Daniels hein, qui l'a tenu éloigné des terrains la majorité de la saison. Ça va être Jalen Daniels, hein, on va en reparler juste après, mais le quarterback ultime pour Kansas qui fait partie aussi de ce changement de face hein, du programme qui était une des têtes d'affiche à ce niveau-là. Pour justement, en parlant des têtes d'affiche de cette évolution, eh bien, on a du côté du coaching staff Lance Leipold qui est de retour pour sa 4e saison. Leipold qui est quand même très prisé à droite à gauche, un excellent bâtisseur. Il avait fait la même chose du côté de la MAC avec Buffalo à l'époque. Il sera accompagné pour la première fois en coordinateur offensif de Jeff Grimes, qui arrive de Baylor. Il remplacera Andy Kotelnicki qui est parti occuper le même poste à Penn State pour aider James Franklin, hein, qui n'arrive décidément pas à faire jouer ses atouts offensifs malgré le nombre d'étoiles qu'ils ont. Bref, au niveau du poste de coordinateur défensif, on retrouve Brian Borland pour sa 4e saison, qui était évidemment le DC sous Leipold, hein, du côté de Buffalo aussi à l'époque, et de Wisconsin Whitewater avant. Ils sont ensemble, ils se côtoient depuis 2007. 2007, c'était il y a 17 ans. Donc voilà, une fidèle amitié. Et puis en plus de ça, ça fonctionne bien sur le terrain. Au niveau des commits, ouais. Ça fonctionne très très bien, hein, parce que Wisconsin Whitewater, ils ont 5 ou 6 titres de 3e division. Ouais. À Buffalo, ils ont pareil, ils ont enchaîné, ils ont 4 ou 5 titres de MAC en 7 ans là-bas. Donc ouais, c'est une paire qui marche très bien. Au niveau des commits, très bonne classe pour un programme comme Kansas. Ouais, 43e classe nationale, 17 commits, hein, c'est leur meilleure classe depuis 10 ans, hein, depuis 2014 tout simplement. 3 joueurs, 4 étoiles, dont l'edge Deshaun Warner, hein, le 67e joueur national. Hein, c'est clairement pas le genre de joueur qu'on était habitué à voir partir à Kansas, mais voilà. C'est énorme progression hein, sur le recrutement depuis l'arrivée de Leipold, hein, qui vraiment construit un programme entièrement et qui, pour moi, hein, fait partie des meilleurs coachs
des meilleurs coachs du pays, hein, quand on voit les résultats qu'il a comparés à ses moyens. 52e classe de transfert, notamment avec 11 joueurs qui arrivent, 2 anciens joueurs 4 étoiles et un joueur 4 étoiles sur le portail. Voilà, on va directement voir comment ça s'applique au niveau de l'effectif avec donc en attaque et au poste de quarterback, Jalen Daniels. Jalen Daniels, hein, qui devait être le starter en 2023, mais qui a été embêté par des blessures la majorité de la saison. C'est Jason Bean, hein, qui l'avait remplacé. Il est parti chez les Colts, je crois, en NFL. Mais lui aussi, il a été blessé. Donc, il y a eu Cole Ballard qui a joué. Donc, il y a eu 3 starters différents pour les Jayhawks, hein. C'est clairement pas l'idéal de manière générale, hein, en football et en college football. Jalen Daniels, c'est de retour. Ça sera le starter, évidemment, pour 2024. Hein. Et Ballard sera son remplaçant. Et faut espérer que Daniels arrive à faire une saison complète pour les Jayhawks parce que il sera très très bien accompagné au poste de receveur. Sachant que, voilà, comme tu le dis, très bien accompagné au poste de receveur parce qu'on a les 3 starters qui sont de retour, dont Lawrence Arnold qui sort d'une saison à presque 1900 yards et 13 touchdowns. Non, excuse-moi. C'est en carrière. C'est en carrière, ouais, c'est ça. 1900, ouais, c'est pour ça que je me disais, non, ça me rappelle pas ça. 1900 yards et 13 touchdowns. Il sera le nouveau receveur numéro 1. Il sera également accompagné de Quentin Skinner et Luke Grimes. Faudra remplacer le tight end Mason Fairchild qui est parti chez les Bills en NFL. Mais normalement, bon, vu la stabilité au poste receveur, il va pas manquer beaucoup de cibles pour Jalen Daniels. Sachant qu'en plus de ça, eh bien, à la course, on a une très bonne running back room. Oui, les running back 1 et 2 de l'an passé, Devin Neal, pratiquement 1300 yards et 16 touchdowns, et Daniel Ishaw, 600 yards et 8 touchdowns, sont de retour. Donc ça va courir dans le Kansas, hein, parce que Jalen Daniels, il court aussi. Sachant qu'on a une O-line qui s'avère intéressante, Geoffrey. Ouais, 3 starters de l'an passé de retour, plus le redshirt freshman Calvin Clemens qui a start le ball en left tackle, qui va aussi être le starter pour la saison 2024. Au poste de centre, c'est Shane Baumgartner, hein, qui semble être le starter, mais il faudra surveiller parce que quelques jours avant qu'on enregistre, il y a Bryce Foster qui a été le starter pendant 3 saisons à Texas A&M, hein, qui a été freshman All-SEC en 2021, donc un gros nom qui a pas progressé, hein, quand il était à Texas A&M, mais qui vient d'arriver. Donc on va voir comment il arrive à s'intégrer avec un délai aussi court et en ayant manqué les sprint practice. Mais voilà. Et il y a également un ancien 4 étoiles de la classe de 2023 de Michigan, Amir Herring, qui arrive aussi sur la O-line, hein, donc au poste de tackle. Donc voilà, il y a de quoi faire pour aider le jeu à la course et protéger Jalen Daniels. Tu as eu raison d'insister sur cette arrivée de Bryce Foster un peu de dernière minute, mais c'est vrai que c'est un joueur pour qui j'ai eu beaucoup de frustration d'un point de vue personnel. J'ai toujours cru qu'il allait exploser et finalement, bah non. Après sa saison freshman, plus grand-chose, mais est-ce que c'est dû à tout l'environnement général de Texas A&M? Toi, tu l'as eu, toi. Oui. Il y a de l'environnement, mais il y a aussi le fait que Bryce Foster, pendant le printemps, plutôt que de venir au sprint practice, il lançait du poids. Donc voilà, c'est bien d'être un athlète multisport, mais c'est probablement grâce au football, hein, que tu as une scholarship. Donc voilà, donc il y a aussi des raisons de ce côté-là de pourquoi il n'a pas beaucoup progressé. Et on vous confirme sa non-présence aux Jeux Olympiques de Paris 2024, bien évidemment. Au niveau de la défense et de la D-line, on a une grosse perte avec Austin Booker qui est parti en NFL. Ouais, il est parti chez les Bears, hein. Il avait fait 8 sacs la saison passée, donc c'est une grosse perte. Pour le remplacer, il y a l'arrivée donc du 4 étoiles sur le portail, Bay Joby, qui était aussi une recrue du top 150 de 2023 de Michigan State.
Le true freshman, donc Deshaun Warner, la 67e recrue nationale, et ils seront aussi en compétition avec Jeremy Robinson, qui avait fait 4 sacs et demi l'an passé, et Dylan Brooks, qui avait eu quelques snaps par-ci par-là, qui était aussi dans le roster. À l'intérieur, on devrait avoir Javier Deritz. qui arrive de. J'ai hésité à dire Javier parce qu'il arrive de North Dakota State. Ouais, puis quand tu vois sa gueule, il a plus la tête du mec qui chasse l'élan dans les grandes plaines du Nord que du gars qui vient d'Argentine, quoi, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Donc, il devrait être starter. À ses côtés, il n'y a pas trop de certitude. Bon, voilà, de manière globale, cette defensive line, ça manque un peu d'expérience et surtout, il y a très peu de joueurs qui ont joué énormément de snaps ensemble. Donc, il va falloir articuler tout ça rapidement. D'où l'importance d'avoir un bon coordinateur défensif, comme on le disait. Pour les linebackers, eh bien, les 2 titulaires de l'année dernière ne seront plus là, fin de carrière universitaire. Il va falloir les remplacer directement en interne. On aura Beryl Jr. et Wheeler qui étaient les backups qui devraient passer cette fois-ci titulaires. On a également Jason Gilliam qui devrait avoir un peu de temps de jeu dans un post hybride linebacker safety. Vous le savez, ça se fait régulièrement, notamment en CFB. Et puis pour les DB, les 2 cornerbacks titulaires qui sont de retour, Kobe Bryant et Milo Dodson. Il y en a pas mal des Kobe Bryant qui s'écrivent comme ça. Il y a celui qui était parti en NFL chez les Seahawks des Bearcats, là. Et bon, il y en a un autre qui est parti tout court. Mais les deux, ils cumulent 16 passes défendues et 8 interceptions l'année dernière. On a Kenny Logan Jr. également qui sort d'une saison, une grosse saison à 95 plaquages, 6 passes défendues, une interception et qui est parti en NFL chez les Rams. Donc voilà, ça va se remplacer. On a Grant et Burrow qui sont déjà présents dans le roster, qui vont passer titulaires. Là, à contrario de la D-line, les post linebackers et DB, ça va surtout être des mecs qui étaient déjà dans le roster, qui vont faire du remplacement, quoi. Qu'est-ce que tu en penses globalement de cet effectif ? Alors, en défense, il y a un petit peu d'interrogation. Il y a des gros starters qui sont partis, notamment sur la D-line, mais avec leur coordinateur défensif, ça devrait le faire. Surtout qu'il y a quand même énormément des gens qui vont les remplacer, qui étaient déjà dans le roster, donc qui connaissent le système, etc. Il manquait juste de temps de jeu. Leurs 2 corners, ça c'est une excellente nouvelle. Logiquement, on devrait les retrouver à la draft tous les 2 l'an passé, donc ça devrait les aider à stabiliser la défense contre la passe pour l'an prochain. Et en attaque, il n'y a pas grand chose à dire. C'est stack sur les skill position, et donc il faudra juste que la D-line fasse le travail. Et logiquement, ça va jouer avec un effectif comme ça. Ils vont faire partie des 4-5 équipes qui sont en mesure de jouer le titre en Big 12. Ouais, je pense également, sachant que le calendrier est plutôt favorable, oui et non, parce qu'évidemment, la Big 12, beaucoup d'équipes se valent et valent Kansas, même si je pense que Kansas a quand même ce petit truc en plus. Mais ça démarre avec une réception d'une fac complètement inconnue, Lindenwood, à la maison. Déplacement à Illinois qui peut être un petit peu tricky. On fera la preview d'Illinois plus tard. Réception de UNLV. Normalement, ça devrait quand même plutôt bien se passer un petit peu Lindenwood et UNLV. Déplacement à West Virginia. Réception de TCU. Déplacement à Arizona State. Réception de Houston. Déplacement chez les voisins de Kansas State. Réception d'Iowa State. Déplacement à BYU. Réception de Colorado, puis déplacement à Baylor. Toi, tu donnes quoi comme prono, justement ? Moi, en prono, 9-3, 10-2, ça devrait être quelque chose comme ça. Bon, la Big 12 est quand même très serrée, mais il faut savoir que sur leurs 9 matchs de conférence, ils vont affronter les 7 équipes qui, d'après Vegas, ont le moins de chances de gagner le titre de Big 12. Ils évitent aussi Oklahoma State, ils évitent Utah. Donc, il n'y a que, si on prend les prédictions de pré-saison, il n'y a que contre Kansas State où ils ne seront pas favoris. Et Iowa State qui sera un petit peu équivalent, mais globalement, le calendrier est assez simple. Il y a le déplacement à Illinois auquel il faut faire attention, mais bon, moi j'y crois pas trop à Illinois pour la saison prochaine, mais on verra.
Ouais, je pense qu'au minimum, tu te manges 4 défaites, grand max. Et au max, au maximum, en réalité, tu peux battre presque tout le monde. T'as personne réellement plus fort, tu vois, de manière significative que Kansas. Donc oui, ok, bah, une défaite. Et moi, ouais, je suis sur ta vision des choses. 10 victoires pour 2 défaites, hein, pourquoi pas. En souhaitant le meilleur à Leipold, ça serait mérité en tout cas. Et puis surtout en croisant les doigts pour que Jalen Daniels reste, Oui, ne se blesse ça va pas. être surtout la plus grosse influence. Ouais. On va chez les voisins du côté de Manhattan, les Wildcats de Kansas State qui sortent d'une saison à 9 victoires pour 4 défaites. Tu le disais, très similaire à Kansas. 6 victoires pour 3 défaites en conférence. 18e à LA People en fin de saison, donc vraiment excellent. Pour les chats sauvages, avec des victoires face à Southeast Missouri State, Troy, UCF, Texas Tech, TCU, Houston, Baylor. Kansas qui était 25e à ce moment-là au classement iPeople, puis NC State qui était 18e au Pop Tart Bowl, un bowl un petit peu tarté justement. Voilà, je vous invite à Déjà aller voir. iconique, hein. Après sa seule édition, déjà iconique. Un peu les bowls, tu sais, what the fuck, on en a quelques-uns chaque année, ça, du X Mayo, tout ça, bref. C'est à voir, c'est à voir. Au niveau des défaites face à Missouri, Oklahoma State, Texas en overtime en plus, Texas qui était 7e à les People, et Iowa State, alors à part Iowa State, mais même Iowa State, ça reste quand même un bon programme, faut pas l'oublier, mais à part ça, voilà, t'as pas de défaite surprenante sur ce calendrier. Le coaching staff, comment ça se passe? Chris Kliman qui est de retour pour sa 5e saison, qui fait un taf admirable, hein, parce que l'année passée, ils ont gagné le titre en Big 12, hein, faut le rappeler. Au poste de coordinateur offensif, ça sera Connor Riley qui arrive pour sa première saison, puisque Colin Klein est parti à Texas A&M. C'était le coach d'offensive line, hein, qui a été promu, donc c'est de la promotion en interne, et il sera accompagné de Matt Wells, qui est un ancien quarterback de college football, qui a été head coach à Texas Tech, si je ne dis pas de bêtises, et qui était analyste offensif à Oklahoma la saison passée. Et le coordinateur défensif, ça sera Joe Klenderman, qui est là pour sa 5e saison, qui lui aussi a été passé coordinateur défensif sur de la promotion interne, puisqu'il avait fait un an avant de passer coordinateur défensif en tant que coach des safety. Au niveau du recrutement, comment ça se passe, Elio? Eh bien, c'est la 57e classe pour seulement 16 commits, hein, c'est pas beaucoup. 3 joueurs 4 étoiles, dont 2 linemen offensifs. Et puis surtout, un gros recrutement local dans l'État du Kansas. Ils font partie de. Bah, c'est l'équipe qui a commit le plus de joueurs locaux et puis le plus de joueurs dans le top 10, notamment du Kansas. Contrairement aux voisins, les Jayhawks, qui eux ont été cherchés à l'extérieur pour la plupart. Voilà. Kansas State qui est bien implanté, moi j'aime bien. Sachant qu'en dehors de ça, le Kansas, c'est aussi une grosse terre de JUCO, de très bonnes équipes de JUCO sont là-bas. Si jamais ça vous intéresse, parce que souvent, certains de ces joueurs terminent dans les grosses facs voisines. Au niveau des transferts, c'est la 10e. Non, c'est pas du tout la 10e, je dis n'importe quoi. Je sais plus c'est la combienième, j'ai loupé, mais bref, il y a eu 10 Ils sont dans transferts. les 50-60, quelque chose comme Ouais. ça, pas rien d'exceptionnel. 10 transferts, 2 anciens joueurs à 4 étoiles, plus 2 joueurs 4 étoiles actuellement sur le portail. C'est au niveau du poste quarterback, surtout sur cet effectif, qu'il va y avoir un gros changement, Geoffrey. Oui, parce que Will Howard, qui avait fait une saison, je crois, 2600 yards et une vingtaine de touchdowns à la passe, excusez-moi pour... Ouais, t'habites à Chicago ou quoi? Non, mais il y a une clinique juste en haut de chez moi, donc il y a un peu de bruit des fois. Excusez-moi pour ça. Est-ce que Jalen Daniels sera accepté dans cette clinique? Je sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Donc, Will Howard qui est parti pour Ohio State, qui était qui était titulaire l'an passé. Donc, ça sera Avery Johnson qui sera le starter, qui était un QB 4 étoiles et du top 100 de 2023. Le seul match où il était titulaire, ça a été sur le ball game, mais il a eu un petit peu de mal à la passe. Par contre, c'est un
bien meilleur coureur que Will Howard, donc on va avoir probablement un changement de philosophie offensive, et il aura en backup Taquan Robertson, qui était un 4 étoiles de 2019 à Penn State, qui arrive de UConn où il était titulaire. Ouais, Robertson, je m'en rappelle, il a joué quelques matchs à Penn State. Il était nul à mort. Mais par contre, il a une super grosse expérience. Donc voilà, tu sais qu'il est derrière au cas où si ça tourne mal pour Johnson. Juste pour revenir sur Howard, on fera la preview d'Ohio State, hein, mais moi, je suis quand même surpris de ce choix des Buckeyes. Hein. Howard est un bon quarterback de CFB. Est-ce qu'il est bien meilleur que. Je ne sais plus comment il s'appelle, le titulaire de l'année dernière qui est parti à Syracuse d'Ohio State High. Non, pas Carson Beck. Non. J'ai un trou de mémoire. Non, mais bref, je trouve qu'ils se ressemblent les deux. Mais, ouais, c'est ça. Est-ce que la plus-value, elle est vraiment là? Est-ce que, bon, voilà. Après, c'est vrai que pour Howard, c'est un upgrade majeur, évidemment, d'aller dans l'État de l'Ohio. Au niveau des receveurs, le tight end Ben Sinnott est parti au NFL après une saison à 676 yards et 6 touchdowns. Il me semble qu'il est parti au deuxième tour. Hein. C'est pas, il me semble, il est parti au deuxième tour chez les Washington Commanders. Et on a également le receveur Philip Brooks qui est parti dans la grande ligue après une saison à 590 yards et 5 touchdowns. JC Brown qui reste titulaire dans le slot. Dante Cephas qui arrive en tant que transfert de Penn State. Et Keegan Johnson qui vont occuper ces rôles de receveur extérieur. Hein. Et puis, le poste tight end, il reste bien orphelin de Sinnott. On n'a pas de gros nom qui ressort derrière, notamment un nom qui serait aussi dangereux dans les airs. À la course, ça devrait quand même courir. Ça va courir. Il y a retour de DJ Giddens, 1226 yards et 10 touchdowns et 300 yards et 3 touchdowns à la réception, qui sera de retour et à nouveau le coureur principal. Il y a Dylan Edwards qui arrive en provenance de Colorado, donc qui est un 4 étoiles recruté à Colorado. Donc c'est qui avait fait quelques très bons matchs en true freshman, notamment le début de saison où Colorado avait gagné des matchs. Ils ont perdu Treshaun Howard sur le portail des transferts, qui était le coureur numéro 2 l'an passé, qui avait fait 600 yards et 5 touchdowns. Dylan Edwards, hein, j'ai pas hâte de faire cette preview de Colorado tellement qu'il y a eu de mouvements. Dylan Edwards qui était quand même le transfert, n'importe quoi, le commit emblématique là, de l'ère Sanders. Hein, c'était gros commit 4 étoiles, un des meilleurs running backs, etc. Il a joué dès le premier match, true freshman. On pensait vraiment qu'il allait sortir une bonne saison. Puis d'un seul coup, il a arrêté de jouer, on ne sait pas trop. Et maintenant, on l'a vu partir sur le portail et aller à Kansas State dans la même conférence. Donc, il y a quand même pas mal de choses qu'on ne sait pas en privé, à mon avis. Mais recrue très intéressante. Au niveau de la O-line, eh bien, on a Cooper Bibb qui est parti en NFL 2 fois All-American, notamment consensus en 2023. Il est allé chez les Cowboys au 2e tour, il me semble, ou 3e tour, je ne sais plus. 3e tour, je crois. 3e tour. Mais peut-être que je dis une bêtise, mais par là. Il ne va pas être remplacé directement poste pour poste avec un transfert, non, ça va être remplaçant issu de l'effectif. On n'a pas de gros noms qui ressortent, seul un transfert qui est un tackle, c'est Easton Kilty, qui est un 4 étoiles du portail et qui arrive en provenance de North Dakota. On sait que North Dakota State a l'habitude de produire des bons O-line, donc voilà, pourquoi pas. C'est pas State, c'est juste North Dakota. Excuse-moi, c'est juste un élément de langage qui est quasiment indissociable, de dire North Dakota et North Dakota State, tellement que NDSU est la grosse fac normalement de l'État. Désolé. Non, t'inquiète. Et voilà, la O-line sera très jeune, donc c'est le transfert, ça sera un senior. C'est lui qui doit amener de l'expérience à cette ligne qui va être très jeune après la perte de Cooper Beebe et je crois 1 ou 2 autres titulaires qui ont fini leur éligibilité. Au niveau des tranchées pour la défense, la D-line, comment ça va se passer? Parce qu'il y a eu quelques départs également. Pareil, Katie Livingston et Khalid Duke, les 2 leaders de l'an passé, sont partis en NFL en fin de 3e jour ou en UDFA. Le 3e starter a transféré à Pitt, Nate Matlack. Donc il va falloir reconstruire une ligne complètement.
logiquement, ça va être des gars qui étaient là l'an passé. Il n'y a pas de gros noms qui arrivent sur le portail, donc on mise sur la continuité de ce côté-là. Chez les linebackers, on va retrouver les titulaires habituels, Austin Moore et Desmond Pearl. Il y aura aussi Jake Clifton qui va sûrement prendre plus de snaps la saison prochaine. Par contre, encore une fois, pas mal de mouvements au niveau des DB et notamment sur le portail en termes de départ. Ouais, les deux DB stars de l'an passé, Willie qui est parti à Texas A&M, le cornerback, et le safety Kobe Savage qui est parti à Oregon. Pour ça, il y aura les safety Marquez Sigley, 63 plaquages et 9 passes défendues, et Jacob Parrish, 44 plaquages, 9 passes défendues et 4 interceptions, qui seront les leaders de ce groupe de defensive back où il y a énormément de jeunes. À noter quand même l'arrivée du cornerback Jordan Dunbar qui arrive de Rice après avoir cumulé 17 passes défendues en 2021 et 2022 avant de redshirt la saison précédente. Tu l'analyses comment cet effectif? Il y a des joueurs clés qui sont partis, il y a du remplacement en interne. Il devrait quand même y avoir un changement de philosophie en attaque. Avery Johnson qui court beaucoup plus que Will Howard. Et donc, avec les retours de DJ Giddens et l'arrivée de Dylan Edwards, je pense qu'à Kansas State, on va beaucoup courir, mais de manière globale, c'est aussi un des meilleurs effectifs de Big 12, comme pour Kansas. Donc, ils vont faire partie comme je l'ai dit tout à l'heure, des 4-5 équipes qui vont jouer le titre. Sachant que le calendrier est plutôt favorable avec la réception en semaine 1 de UT Martin. Déplacement à Tulane. Alors, on peut se dire que Tulane, le déplacement est tricky, mais ils ont quand même perdu le quarterback titulaire et surtout leur head coach Willie Fritz. Réception d'Arizona, déplacement à BYU, réception d'Oklahoma State, déplacement à Colorado puis à West Virginia, réception de Kansas, déplacement à Houston, double réception à Arizona State et Cincinnati, puis déplacement à Iowa State pour clore cette saison. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Voilà. Petite particularité, comme on l'a vu pour Baylor, le match contre Arizona ne comptera pas en match de conférence parce que c'est un match qui avait été programmé avant que les équipes de Pac-12 rejoignent la Big 12. Donc voilà, c'est contre une équipe de conférence mais qui ne comptera pas dans les matchs de conférence. Globalement, c'est un bon calendrier. Ils vont être favoris ou équivalents à tous leurs adversaires. Voilà, il faudra surtout faire attention aux matchs contre Oklahoma State et aux rivalités contre Kansas et contre Iowa State pour Farmageddon, pour clore la saison. Mais voilà, c'est les 3 gros matchs pour les Wildcats qui sinon ont un calendrier tout à fait abordable. Attention à Arizona aussi, qui a des gros titulaires de retour en attaque, malgré le départ de leur coach. Donc, faut se méfier d'Arizona. Mais comme c'est des équipes en Big 12 qui vont plus se concentrer sur le titre de conférence, comme c'est un match qui ne comptera pas en conférence, c'est un chouïa moins important. Tu donnes quoi comme minimum et comme plafond maximum? En minimum 8-4, mais c'est vraiment en minimum. Je pense qu'il faudrait que Avery Johnson n'arrive pas à lancer le ballon correctement pour que ça arrive. Mais voilà, sinon, 8-4, en maximum 11-1. Et je pense que quelque chose de plus raisonnable, c'est un prono en 10-2. De toute façon, cette Big 12, tout est à jouer, surtout avec maintenant les départs d'Oklahoma et Texas. Tout est à jouer. Il y a sûrement des programmes, là il va y avoir quelques saisons d'incertitude où il y a quelques programmes qui vont essayer de s'installer en tant que les programmes majeurs de la Big 12 et comme pour Oklahoma State, comme pour Kansas, possibilité de playoff si champion en Big 12, parce que je ne pense pas que cette conférence qualifiera plus d'une équipe pour les playoffs. Ouais, je pense pas non plus. En tout cas,
Ouais, calendrier très dur à prédire. Conférence, on a le répète tout le temps, très dur à prédire. Moi, je suis comme toi, hein, sur le minimum, maximum, 8-4, 11-1, il n'y a pas de problème. Je vais peut-être m'orienter vers un 9-3 parce que ces incertitudes au poste de quarterback, parce qu'il y a quand même quelques postes qui me posent question. Est-ce que les déplacements à Colorado, on ne sait pas ce que les Buffalo, c'est un point d'ovni, on ne sait pas ce que ça donne la saison prochaine. Ce match face à Arizona, comme tu le disais, le déplacement à BYU qui peut être tricky, Oklahoma State. Il y a des matchs quand même qui ne sont pas évidents. Kansas, Iowa State à l'extérieur pour le Farmageddon en fin de saison, ouais, je ne sais pas. Possibilité. BYU, ils doivent gagner. Hein. S'ils ne gagnent pas contre BYU, leur saison sera. Ouais, mais tu vois, ça fait. Commencera mal, hein. C'est typiquement cette équipe-là de Big 12 qui qui va gagner un match qu'elle ne veut pas gagner. Oui. C'est ça. C'est ça. Petite précision avant de clore cet épisode, j'ai complètement oublié de le dire, on en a parlé en off et bien évidemment on a oublié de le dire. Pour Kansas, eh bien, les matchs ne seront pas dans leur stade habituel pour cette saison 2023-2024. Le stade subit des rénovations avec l'ajout de je ne sais plus combien de places. Il y a les informations normalement sur Twitter, sur The Trick Play, hein, vous tapez dans la barre de recherche The Trick Play FR Kansas. Vous retrouverez vite les tweets. En revanche, ils vont jouer donc les deux ou trois premiers matchs dans le stade de soccer de Kansas City. Et puis des autres matchs à l'Arrowhead Stadium, hein, le stade des Kansas City Chiefs. Voilà. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Voilà. On se retrouve très vite pour une nouvelle preview et un nouvel épisode. Geoffrey, merci à toi. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Et salut tout le monde. Salut tout le monde, à bientôt.